Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a animé une conférence de presse ce mercredi à Conakry. André Loa, au cours de la rencontre, a fait son bilan sur les activités menées depuis qu'il est à la tête de ce département. La réduction de la mortalité maternelle, infantile et juvénile préoccupe les autorités sanitaires du pays. Cette question était au centre des débats lors de l'ouverture des travaux de validation du plan stratégique post-2015 de la santé ce jeudi à Conakry. Début des vols au départ du Niger en direction de l'Arabie Saoudite, des vols transportant des pèlerins pour la Mecque qui auraient dû être effectués dès le 16 août, mais qui ont retardé à cause des problèmes rencontrés par les compagnies aériennes. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme prévu, le président de la République et le chef de file de l'opposition guinéenne se sont rencontrés ce jeudi au palais Sékou Touré. Au menu des échanges qui ont duré 1h30, la relance du dialogue politique et le respect des accords issus de ces pourparlers. D'autres sujets liés à l'économie étaient également au centre des débats. On écoute Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. La première, le président de la République va s'engager et engager toutes les institutions de la République à appliquer scrupuleusement les décisions des dialogues politiques, les dialogues qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance et permettre à la Guinée donc d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et puis la rencontre sera désormais périodique, a promis le chef de l'État guinéen. Le professeur Alpha Condé soutient que dorénavant, avant ses voyages à l'international, le chef de file sera consulté pour le bien de la nation. On suit professeur Alpha Condé au micro de Sayon Kourouma et d'Alcini Diallo. Chaque fois qu'il y a des problèmes, le président français, puisqu'il n'y a pas de chef de file de l'opposition en France, mais reçoit les différents leaders représentatifs pour les écouter. Et dans presque tous les pays, aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'il y a des problèmes, les démocrates et les républicains se rencontrent. Je pense que nous voulons tous le bien de la Guinée, nous voulons tous le bien des citoyens. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges réguliers entre le président de la République et le chef de l'opposition. Il a été ministre, premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il prend de relation avec tel ou tel pays. Donc j'ai été très heureux d'échanger avec lui sur beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça c'est extrêmement important. Désormais, je pense que ce sera difficile de faire une manipulation à mon niveau, à son niveau. Le musicien a dit ça, Walf a dit ça. Et si nous-mêmes nous sommes en contact, ceux qui jouent en notre troupe ne pourront plus toujours, parce qu'il n'y a plus d'autres troupes. Quand l'eau est claire, personne ne peut jouer. Bientôt, l'érection de la Direction nationale des impôts en Direction générale des impôts, des domaines et du cadastre. C'est l'une des recommandations phares du Conseil des ministres de ce jeudi 1er septembre 2016 qui s'est tenu sous l'égide du président Alpha Condé. La décision fait suite à la communication du ministre du Budget relative aux conclusions des travaux des États généraux des impôts qui se sont récemment tenus à Fria. Buntourabi Keïta. La Direction nationale des impôts fait partie des grandes régies financières du pays. Pour jouer pleinement ce rôle de mobilisateur de fonds pour le trésor public, les responsables de la structure ont tenu les états généraux afin d'identifier tous les obstacles qui les assaillent. Absence de manuel de procédure à tous les niveaux, notamment sur les activités de recensement, d'immatriculation, de déclaration, de liquidation, de recouvrement. Niveau élevé des taux d'impôt sur les sociétés, la TVA, la contribution foncière unique et pour les propriétaires occupants. Le faible niveau ou l'absence d'informatisation des services centraux et déconcentrés, l'insuffisance de sécurité du matériel existant, notamment les serveurs, qui entraîne un risque
élevé de perte de données, notamment avec le vieillissement du parc informatique de la direction des impôts. Absence de politique de gestion de ressources humaines et de plan de formation de cadres entraînant leur sédentarisation à Conakry. Autre faiblesse, c'est l'absence de politique de communication efficace visant à promouvoir le civisme fiscal, mais aussi le respect de l'éthique et de la déontologie vers les contribuables. Des recommandations ont été formulées pour inverser cette tendance. Ériger la Direction nationale des impôts en direction générale des impôts, des domaines et du cadastre, conformément aux normes sous-régionales et régionales de l'UEMOA ou de l'OHADA. Adapter les textes législatifs et réglementaires, puis élaborer dans les meilleurs délais les manuels de procédure au niveau central et déconcentré sur les activités de recensement, d'immatriculation, de déclaration, de liquidation, de recouvrement, de règlement de contentieux, de contrôle et de gestion du risque. Réviser les taux de certains impôts et impliquer effectivement les élus locaux et les receveurs communaux dans toutes les phases de gestion des impôts conformément aux règles du Code des collectivités locales. Procéder à l'informatisation systématique de toute l'administration des impôts et sécuriser le matériel existant pour éviter la perte de données. L'autre communication inscrite à l'ordre du jour de ce Conseil du 1er septembre 2016 est celle du ministre de la Fonction publique relative à la tenue des journées de concertation sur l'organisation de l'État et la coordination du travail gouvernemental. Ces journées, selon Sékou Kourouma, vont permettre de renforcer les capacités du gouvernement et les institutions du pays dans les domaines de la coordination du travail afin de faciliter la transformation socio-économique de la Guinée. Ouverture ce jeudi à Conakry des travaux de validation du plan stratégique post-2015 de la santé. Les travaux ont porté sur la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune. Cette activité permettra aux professionnels de la santé de faire un diagnostic sérieux du secteur et trouver des solutions pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Compte rendu Moussa Sefa Kamara. Ce plan donnera les orientations au cadre du secteur de la santé, les permettant de prendre en compte les préoccupations qui s'imposent aux structures sanitaires du pays. Il s'agit de l'amélioration du schéma organisationnel de santé, le problème de financement, la nouvelle gouvernance ainsi le dialogue politique en santé. Ce nouveau document est élaboré sur la base de certains défis. Aujourd'hui, selon la dernière enquête que nous avons effectuée en 2012, ce ratio-là est de 724, alors qu'on était attendu à 528. Donc certes, du progrès pour quitter de 980 à 724, mais du chemin pour arriver à 580 décès pour 100 000 naissances vivantes. Après une profonde évaluation par les spécialistes de la santé, les principaux problèmes ont été identifiés qui empêchent l'atteinte des résultats attendus. Essentiellement, sont autour du problème de personnel, du problème des médicaments, du problème d'équipement. Ce plan bénéficiera d'un engagement du gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers pour la couverture nationale. On ne peut pas relever le niveau des centres de santé sans relever le niveau de la qualité des soins. Et qui dit qualité de soins, qui dit ressources humaines, dit financement. Et dans ce cadre de financement, la priorité est accordée à la couverture santé universelle. Nous voulons que tous les Guinéens, quelle que soit son origine, quel que soit son avoir, puissent avoir accès à des soins de qualité. Certes, des progrès ont été enregistrés, mais certains acquis en termes de résultats ont été annihilés par la crise sociopolitique et la flambée de la maladie à virus Ebola qu'a connu le pays. 8 mois après sa prise de fonction, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime dresse son bilan. Face à la presse, ce mercredi, André Loua est revenu sur les activités menées et les réformes entreprises depuis son arrivée à la tête de ce département. Issata Fofana. Devant la brochette de journalistes et des cadres du département, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a d'abord planté le décor avec des annonces, fruits des retombées des récentes réformes entreprises, affirme-t-il. Il s'agit notamment de la sortie de la Guinée de la liste des pays tiers non coopérants en matière de lutte contre la pêche INN non déclarée et non enregistrée de l'Union européenne, de la nomination par l'agence NEPAD
de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, comme champion pêche et aquaculture pour le continent africain, et la désignation de ma modeste personne comme premier vice-président représentant l'Afrique au sein du comité des pêches de la FAO pour la 33e session. Des acquis que le ministre André Loy met à l'actif du président de la République qui, selon lui, n'a ménagé aucun effort pour l'atteinte de ses objectifs. Au titre donc des réalisations figure la poursuite de l'application des recommandations issues des États généraux de la pêche et de l'aquaculture, la mise à jour du cadre juridique du contrôle sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture, l'instauration de la rigueur dans l'application de la réglementation et du régime de sanctions à l'égard des navires en infraction et des fonctionnaires défaillants. La finalisation des documents du cadre politique et stratégique de développement du secteur avec l'appui de l'Agence du nouveau partenariat avec le développement de l'Afrique, NEPAD. La dynamisation de la coopération au niveau bilatéral, sous-régional, régional et international. À cela s'ajoutent les conventions et accords internationaux dans la lutte contre la pêche INN et la mobilisation financière qui s'évalue aujourd'hui, selon André Loy, à 33 milliards de francs guinéens. Autre acquis enregistré, c'est le démarrage des activités du projet sous-régional des pêches en Guinée, l'aménagement des débarcadères de la capitale, la validation du plan national d'inspection des pêches 2017-2018 et l'approvisionnement du marché local en poissons. Si ce bilan paraît élogieux, des défis restent néanmoins à relever, comme l'acquisition d'un laboratoire pour pouvoir exporter le poisson guinéen, la maîtrise des prix du poisson sur le marché local et du phénomène de pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le ministre de l'Économie et des Finances dénonce le mode d'attribution des marchés en Guinée. Pour Malado Kaba, les marchés sont octroyés en violation flagrante des règles de l'art. Des dénonciations d'un ministre en fonction jugée objective et osée par le député de l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo. Le décryptage avec So Oumar. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, récemment dans ses interventions avait dénoncé le mode d'octroi des marchés et la surfacturation des prix par le régime d'Alpha Condé. Des révélations qui étaient souvent balayées d'un revers de main par le gouvernement et la mouvance présidentielle. Mais au jour d'aujourd'hui, l'administration par la voix de la ministre de l'Économie et des Finances a reconnu les dénonciations faites par le chef de file de l'opposition par rapport au mode d'attribution de ces marchés gré à gré. Une confirmation faite par la ministre Malado Kaba lors du précédent Conseil des ministres. Sur la question, l'honorable Ousmane Gawal demande aux juridictions compétentes de jouer leur rôle. Malado Kaba, il faut la féliciter parce qu'elle a eu le courage de confirmer les dénonciations de Cellou Dalein par rapport au mode d'attribution des marchés, à l'exagération et à la surfacturation des prix et à la prévarication au détournement au quoi cela a conduit. C'est très important que la ministre... Mais la ministre a fait son travail. Je commande un audit qui confirme qu'il y a une violation de la loi sur toute la ligne. Je le mets en connaissance du chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Et qu'est-ce que le procureur de la République doit faire? Mettez la machine judiciaire en branle, faites-nous connaître la vérité. Ces révélations font suite à l'état de l'évolution des audits commandés par la ministre de l'Économie et des Finances par rapport à la gestion de certains marchés publics. Et cela pour les exercices 2013, 2014 et le premier semestre de 2015. À cette occasion, des divulgations ont été faites par la ministre. Après avoir rappelé les principales recommandations du rapport de l'audit et les propositions d'action, Malado Kaba a soutenu qu'il est légitime de s'interroger sur une éventuelle remise en cause de la réforme, notamment du nouveau code des marchés publics. Une dénonciation que le député de l'UFDG salue. Ousmane Gawal Diallo entend également saisir le président de l'Assemblée dès la rentrée prochaine pour la mise en œuvre d'une commission d'enquête parlementaire sur ces marchés. Tout ce qui est dit là-dedans, les prix, c'est important. Vous avez les mêmes axes, Kankan, Kerouané, Kankan, Mandiana, qui sont 5 fois moins chers que Kankan Kisidougou, dans la même région. Donc les prix qui ont été faits, c'est de 300 000 à 1 500 000 $ le kilomètre. C'est faramineux. Il faut que la justice se mette en branle pour satisfaire notre curiosité. Plusieurs structures interviennent aujourd'hui dans la passation des contrats de l'État, notamment l'autorité de régulation des marchés publics et l'administration générale des grands projets. En dépit de leur existence, la passation des grands marchés se fait le plus souvent dans le non-respect des règles édictées en la matière.
Le jardin du 2 octobre, seul lieu public où les enfants peuvent s'épanouir, se trouve actuellement dans un état d'insalubrité inquiétant. Les tuyaux d'évacuation bouchés par la boue, des ordures qui empêchent le passage des eaux. La situation semble compliquée devant l'administrateur que notre reporter Gao Bachir a rencontré après un constat. Suivez. 4 des 5 canaux d'évacuation que possède le complexe du jardin 2 octobre sont bouchés par les ordures, la boue drainée par la pluie en sa période. Conséquence, le curage des caniveaux de l'enceinte ne peut résoudre la situation récurrente d'inondation. Une difficile situation que vit l'administrateur Kerfa Lakaba. Les inondations que nous subissons datent de la création, de la construction de la résidence Rémi. La résidence Rémi s'est construite sur les 4 ballots d'évacuation des eaux du jardin du docteur. Vous comprendrez donc que quand on bouge 4 trous d'évacuation, l'eau ne trouvant pas de chemin où aller, se déverse à l'intérieur du jardin parce que le jardin est en contrebas par rapport au niveau de la rue. Et du côté de l'autoroute et du côté de la rue. Les travaux de remblai effectués qui ont précédé la construction des immeubles de la résidence à 2000 ne sont pas les seuls indexés dans cette situation. Kerfa Lakaba parle également de l'incivisme de certains citoyens de Conakry qui jettent nuitamment les ordures dans les caniveaux. Ces ordures-là viennent se bloquer à l'extérieur, c'est vrai, du jardin du 2 octobre, mais dans les caniveaux, parce qu'il n'y a pas de chemin pour les ordures de passer. Vous comprendrez donc que les eaux qui viennent ne pouvant pas passer à cause du blocage des ordures se déversent également à l'intérieur. Et ces eaux, en se déversant à l'intérieur du jardin, se déversent même avec les ordures. La situation préoccupe les autorités guinéennes. Le ministère des Travaux publics, à travers la Direction nationale du Fonds d'entretien routier, s'est engagé à effectuer dès maintenant des travaux de curage des caniveaux du jardin 2 octobre, nous a confié l'administrateur. Culture à présent, le Festival culturel international de Konya pour l'intégration débute le 7 octobre prochain. Beila et Kerouané devront abriter les festivités de ce rendez-vous culturel, artistique et sportif. Pour cette 3e édition, Afro Balance Music rend hommage à Samori Touré, un des héros de l'histoire du continent africain. Les organisateurs du FESIC ont fait l'annonce ce mercredi à Conakry. Saalou Yamouno. Le Festival international de Konya pour l'intégration, dans sa version 2016, se révèle comme un retour au passé pour ses initiateurs. La 3e édition du Festival culturel de Konya pour l'intégration est une manifestation pragmatique, analytique, synthétique, tournée à la fois vers notre passé pour s'implanter dans le cœur de nos concitoyens en vue de préparer un avenir radieux pour notre cher pays. La 3e édition sera donc une halte, un arrêt pour nous permettre de nous souvenir, car un peuple qui ne se souvient pas ne se construit pas, du moins durable. L'événement qui se tiendra simultanément cette année du 7 au 10 octobre à Kerouané et Beila immortalise pour sa 3e édition Samori Touré, un des monuments de l'histoire de l'Afrique. Et un événement qui donnera l'occasion, comme elle l'a dit, aux tout jeunes de comprendre l'histoire de ce pays, de comprendre qu'il y a eu des personnalités en Guinée, en Afrique, et pour le moment, je crois que, comme il a été dit, Samori n'appartenait même plus à la Guinée, il appartenait à l'Afrique. Parce que beaucoup de pays africains se reconnaissaient en Guinée. Période d'immortalisation, cette 3e édition du FESIC est aussi une opportunité d'expression des identités culturelles du pays Konya. Sur le plan culturel, l'apport du Konya est immense, varié et complexe. La 3e édition sera l'occasion rêvée de recueillir les différents acquis culturels du Konya, ainsi que ceux de tous les compartiments du pays et même de la sous-région. C'est en 2012 que la structure Afro Balance Music a lancé la première édition du FESIC. Depuis, la culture Konya met en exergue
toute sa richesse et sa diversité. Cette année, des rencontres sportives sont également prévues. Alors que les musulmans du monde entier se préparent pour le grand pèlerinage à la Mecque, le Hajj, les pèlerins nigériens ont rencontré des difficultés pour se rendre en Arabie Saoudite. Les premiers vols au départ du Niger en direction du royaume devraient avoir lieu le 16 août, mais les compagnies aériennes n'ont pu effectuer leur vol, les retardant ainsi 2 semaines. Suivez. Au Niger, les vols charters qui doivent transporter les pèlerins nigériens pour la Mecque ont enfin commencé ce 28 août 2016. Prévus pour démarrer le 16 août 2016, les vols ont été annulés et les pèlerins bloqués à Niamey. Selon les agences de pèlerinage, l'annulation des vols a engendré des frais supplémentaires. Les vols ont été annulés à la dernière minute à cause de certains problèmes au niveau des compagnies aériennes retenues pour le transport des pèlerins. Le véritable problème, c'est au niveau du transport. Même si vous avez payé à temps, même si vous avez eu vos visas à temps, si le transport n'est pas bien organisé, on rate. Et toujours, on rate le transport, puisque vous savez, Niger, on n'a pas, nos compagnies n'ont pas des avions. On loue. C'est des prestations. Entre eux, les compagnies saoudiennes, entre eux et les compagnies de la sous-région. Selon les autorités en charge de l'organisation du Hajj au Niger, le retard accusé par les pèlerins nigériens cette année est dû à des raisons techniques. Au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, on rassure. Tout est mis en place pour que les pèlerins nigériens soient sur la terre saoudienne avant la fermeture de l'espace aérien saoudien. Depuis le 28, un véritable pont aérien est en train de s'organiser au Niger pour pouvoir transporter l'ensemble des pèlerins nigériens à Médine avant la fermeture de l'aéroport. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au moins plus de 2000 pèlerins ont regagné la Terre Sainte et nous pensons qu'avec les moyens qui sont mis en œuvre, tous les pèlerins, donc les 12 712 du Niger, seront à Médine avant le 6 septembre 2016, Inch'Allah. En 2015, 2500 pèlerins ont été privés de Hajj faute de visa. Cette année, ils sont plus de 12 000 pèlerins nigériens autorisés à accomplir le 5e pilier de l'islam. Le président béninois Patrice Talon a achevé ce mercredi 31 août sa visite au Rwanda, un séjour de 72 heures consacré au renforcement de la coopération bilatérale et à la recherche d'un modèle de gouvernance pour stimuler le développement socio-économique du Bénin. Regardez. La coopération sud-sud est de plus en plus visible entre le Rwanda et le Bénin. Ce 31 août 2016, dernier jour des 72 heures de visite officielle du président béninois Patrice Talon à Kigali, a été marqué par la signature de divers accords économiques et de coopération. Le Bénin, producteur de coton, fournira désormais de la laine à l'industrie textile rwandaise. Le Rwanda, de son côté, aidera à dynamiser le secteur touristique béninois et à numériser les services de l'administration au Bénin pour la rendre plus compétitive. Vous savez, aucun peuple n'est réfractaire au bien. Aucun peuple n'est réfractaire au progrès, à un mieux-être. Il n'y a pas de raison que le peuple béninois ne veuille pas progresser, refuse ce qui est bien. Les échanges commerciaux entre les pays africains restent encore faibles. De nos jours, seulement 12% du commerce total en Afrique est intra-africain. Le président rwandais Paul Kagame, l'un des chantres d'une Afrique prospère, reste optimiste pour la progression des échanges entre les Africains. Nos peuples savent désormais ce qui leur convient et ils veulent qu'on le fasse pour leur épanouissement, même si c'est souvent nous les leaders qui entravons la vitalité de la coopération entre nos communautés pour n'importe quelle raison, mais sachez que nous faisons de bonnes avancées et nous souhaitons en faire davantage. La compagnie aérienne du Rwanda, Rwandair, inaugurera son premier vol sur Cotonou dès ce 2 septembre 2016 grâce aux bonnes relations liant les deux pays. Soulignons que c'est la première visite du président Patrice Talon au Rwanda et c'est sa deuxième visite officielle après son investiture en avril 2016.
Des pleurs, des rires, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire en France. Après 12 mois de vacances, retour donc à l'école et le réveil était difficile pour certains. Dans le village de Guarance, 62 élèves, pas davantage, ont fait leur rentrée ce matin. Une petite école où tout le monde se connaît, alors ces premières minutes sont ponctuées de sourires. De l'enthousiasme, de la curiosité, un peu d'appréhension aussi chez certains, mais voilà, on est parti pour une nouvelle année. Céleste va découvrir le CP cette année et elle est comme ses parents, très impatiente. C'est super, je suis très contente parce que en fait c'est ma première entrée à la grande école de Guarancy. On est très serein, sans problème. On connaît les lieux, on connaît la maîtresse, on connaît tout, donc les amis on les connaît, on connaît avec qui ils sont, donc c'est génial. Dans cette école, pour que tout se passe en douceur, les parents des élèves de CP et CE1 accompagnent leurs enfants en classe. Encore quelques minutes ensemble, un dernier baiser. Maintenant qu'ils ont tout vu, nous allons pouvoir leur dire au revoir. Et c'est l'heure des premiers mots. On devine la fierté des petits et l'enjeu de cette classe si importante. Je dois écrire les lettres de mon prénom. Les premières. C'est facile ou difficile? C'est facile. Ils arrivent avec beaucoup de différences. Ils apprennent chacun à leur rythme, mais c'est une classe où ils progressent énormément. Une classe charnière où ces enfants vont apprendre à grandir, à lire, tous ensemble. Dernier point de cette édition, au Brésil, Michel Temer a pris le règne du pays. Il a été investi président suite à la destitution de Dilma Rousseff. Le nouveau président n'a qu'une obsession, relancer une économie en pleine récession. Regardez. Michel Temer veut rassurer. Et pour cela, il a tenu à s'adresser aux Brésiliens à la télévision. Mon objectif est de recréer une économie forte, de mettre le Brésil sur le chemin de la réussite. Je veux renforcer l'efficacité de l'administration pour relancer la croissance économique, créer des emplois, protéger la justice, étendre les programmes sociaux et pacifier le pays. Pourtant, le pays est en récession, et ce pour le 6e trimestre consécutif. Sur la période d'avril à juin, le PIB s'est contracté de 0,6%. Autre chiffre inquiétant, le chômage, devenu endémique, il touche plus de 11% de la population active. À la fin du processus, nous allons avoir un pays qui a une croissance en accord avec son potentiel. Et la recette sera libérale. Le nouveau gouvernement promet de réduire les déficits, de réformer les retraites, d'augmenter les impôts si nécessaire et de réformer le droit du travail. Ce mercredi, des chiffres encourageants ont été publiés. La production industrielle se redresse et les investissements progressent à nouveau. 2 indicateurs qui pourraient laisser présager une embellie prochaine sur le front de la croissance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'attention et au revoir.